Tu te rappelles le ranch? T'es en retard. Pas le moins du monde. Quoi de mieux que cette période estivale pour évoquer le sud, les cigales, la mer et pour visiter la Camargue? Peut-être, mais l'année du sport c'est terminé. Il est trop tard pour parler d'une série sur l'équitation. Et alors, on peut parler de séries de sport en dehors de l'année du sport? Sauf que cette série-là, on l'avait bien vue pour l'année du sport. Mais la vidéo sur la défaite devait à tout prix être la conclusion et préparer le terrain pour Batman. La vidéo sur le surfeur d'argent devait à tout prix être faite avant la vidéo sur la défaite. Et Mighty Ducks c'était un bien meilleur épisode de Noël. Bref, notre dernière série de sport devait être traitée bien après l'année du sport. C'est pas plus mal. En chroniqueur sérieux, nous avons décidé d'illustrer notre propos sur la défaite dans les dessins animés en échouant exprès au défi de l'année du sport. Si, je vous assure, tout ça était totalement réfléchi et maîtrisé. Ceci dit, le ranch est-il réellement une série de sport? La discipline sportive pratiquée par les héros joue un rôle important dans l'intrigue, et les compétitions qu'ils remportent dans le cadre de cette discipline ont souvent un enjeu crucial, mais le sujet principal de la série, ce n'est pas tellement le sport équestre, c'est plus l'histoire de gens qui soignent et entretiennent des chevaux que l'histoire de gens qui font de l'équitation. Tout dépend de combien on peut considérer que le soin et l'entretien des chevaux font partie de l'équitation en tant que discipline sportive. On peut perdre une compétition en n'ayant pas assez pris soin de sa monture, il y a plusieurs épisodes sur ce sujet. Mais de toute façon, même l'entretien et le soin des chevaux n'est que partiellement le sujet de la série. Son principal sujet, ce serait plutôt la Camargue. La Camargue côté chevaux. Oui, je me doute bien qu'il y a un côté non équidé à la Camargue, mais soyons honnêtes, quand on parle de la Camargue, tu penses à deux choses, les taureaux et les chevaux. Et il y a aussi les taureaux dans la série. Moins. Bon, blague à part, autant Hikaru no Go m'a donné envie de m'intéresser au Go, autant le ranch m'a surtout donné envie de me renseigner sur la Camargue. Et m'a amené à constater que c'est un sujet plutôt méconnu d'internet. Chaque fois qu'on a voulu googler un détail d'un épisode pour vérifier sa véracité, on a dû se résigner à croire la série sur parole parce que peu d'articles ont ce degré de précision. Si tout ce qui est décrit dans la série est authentique, nous avons là le document le plus détaillé auquel les parigots que nous sommes peuvent accéder pour connaître les us et coutumes des gardiens, la faune et la flore de la région, les fêtes traditionnelles locales. Et comme elle a plus vocation à raconter son histoire de manière immersive et ce faisant met en scène des gens qui connaissent bien tous ces éléments, il n'y a pas vraiment de contenu informatif dans les épisodes. Les personnages vivent des situations camarguaises supposément courantes sans trop les expliquer, et de ce fait, on aperçoit plus qu'on apprend. La série s'accompagne de plusieurs clips documentaires mis à disposition des petits spectateurs sur YouTube. Mais malheureusement, ceux-ci ne traitent que des chevaux, de la bonne manière de s'en occuper et de leur comportement. L'objectif y est clairement de convaincre ceux qui regardent d'aller s'inscrire à un club d'équitation. Sauf que 1. Ce type d'activité n'est vraiment pas dans les moyens de tout le monde, et 2. Parmi ceux qui ont les moyens, tous n'ont pas la chance d'habiter près d'un haras. À tout casser, il serait sans doute beaucoup plus constructif de faire des reportages sur la Camargue à destination de ceux qui ne la visiteront jamais, que d'exposer la bonne façon de s'occuper des chevaux à des spectateurs qui n'ont pas les moyens de faire de l'équitation. Il faut quand même reconnaître que, quitte à se présenter comme une série équestre, le ranch parle des chevaux de manière convaincante pour autant que je sache. Les animaux ne sont pas angélisés, pas tellement idéalisés, et les chevaux en particulier sont présentés comme laborieux à entretenir, parfois imprévisibles et pas forcément coopératifs. Autrement dit, ce sont des vrais animaux, ce que les chevaux de fiction ne sont pas toujours. Le ranch a le mérite d'être honnête sur le fait que l'équitation comporte certaines difficultés, qu'il ne suffit pas d'être amical avec un cheval pour que celui-ci soit moins méfiant. Elle va même jusqu'à rappeler que certaines personnes sont allergiques aux chevaux et qu'il existe des races hypoallergéniques. Donc que l'élevage de chevaux et l'équitation sont avant tout des ensembles de techniques plus que la communion entre l'homme et l'animal. Mais j'affirme que ce qu'elle montre de plus pertinent pour le spectateur lambda, c'est une image fascinante de la Camargue. Quoi qu'il en soit, que ce soit l'objectif ou pas, le ranch pique la curiosité des spectateurs sur la région camarguaise et la façon dont on y vit. Et en soi, ça suffit à en faire une série dont il fallait qu'on parle. Ne tergiversons pas plus longtemps et parlons de l'intrigue. La série raconte le quotidien de Lena, 13-14 ans, fille de vétérinaire, petite fille de chuchoteur et bien décidée à exercer elle-même le métier de chuchoteur plus tard. Si vous avez vu L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, vous savez ce qu'est un chuchoteur. Pour les autres, disons très grossièrement que c'est une sorte de psy des chevaux. C'est quelqu'un qui traite les chevaux difficiles à dresser en utilisant des méthodes de communication spécifiques, basées sur la compréhension du cheval. Le papa de Lena était un éthologue devenu chuchoteur. Il soignait des chevaux angoissés dans son ranch et a appris ces méthodes à sa petite fille qui a continué à les utiliser après sa mort. En plus d'être chuchoteuse, Lena est aussi une brillante cavalière, favorite des championnats locaux. Sa jument Zabou et elle forment une paire redoutable. Seulement Zabou est la jument de Lena depuis 6 ans et elle n'est plus toute jeune à force. Un jour donc c'est le drame, l'âge finit par la rattraper. La jument meurt d'une crise cardiaque dans les bras de sa cavalière. Pendant plusieurs mois, Lena se montre inconsolable. Elle ne veut plus monter à cheval, ni même approcher un cheval, ce qui n'est pas pour déplaire à sa principale rivale au concours, Samantha, la fille du propriétaire de la manade du coin, mais inquiète beaucoup ses amis et ses parents qui savent que jusqu'à présent, les chevaux pour Lena c'était toute sa vie. Or donc, une nuit,
Alors qu'elle peine à trouver le sommeil, Lena entend des bruits en provenance du marais qui jouxte la maison familiale. Elle se faufile dehors et trouve un cheval effrayé, poursuivi par ses propriétaires qui, lassés de ne pas arriver à le dresser du fait de son caractère incontrôlable, ont décidé de le vendre à un boucher chevalin. Lena approche le cheval et utilise ses techniques de chuchoteuse pour l'apaiser et l'éloigner discrètement, le sauvant ainsi de l'abattoir auquel ses propriétaires le destinaient. Ne sachant pas trop où le cacher, elle le conduit au vieux ranch de son défunt papet, à présent en ruine, pour l'y installer. Trop heureux de voir Lena reprendre goût à la vie, ses amis l'aident à retaper le ranch en question pour pouvoir y héberger le cheval rescapé, que Lena baptise Mistral. Mais comme élever un cheval dans la clandestinité c'est pas trop possible sans que ça se remarque, le père vétérinaire de Lena finit par découvrir le poteau rose. Les propriétaires de Mistral n'étant plus là pour le réclamer, il déclare donc la découverte du cheval aux autorités, ce qui fait que Lena pourra en revendiquer la propriété si et seulement si personne ne la revendique à sa place pendant 1 an et 1 jour. La saison 1 raconte donc, sur un mode semi à suivre, le déroulement de ces 1 an et 1 jour, durant lesquels Lena apprend peu à peu à Mistral à devenir moins sauvage, et Mistral permet à Lena de faire son deuil de Zabou. Tous les épisodes ne portent pas à proprement parler sur ce thème de l'indiscipline de Mistral, mais ce qui compte, c'est que Mistral étant un cheval à problème, il est nécessaire de le garder au ranch, et du coup d'entretenir ce ranch. En outre, le fait d'avoir cet espace pour loger leur monture est l'occasion, pour les amis de Lena, de continuer l'équitation en réduisant les frais que ça impose à leurs parents. L'histoire reste évasive sur comment les 10 parents se débrouillaient avant, mais à partir du moment où l'option ranch de Lena apparaît dans l'équation, il devient plus possible de s'en passer s'ils veulent assurer financièrement. Lena et ses amis doivent donc trouver des fonds pour le ranch. Ils les collectent en inscrivant Lena à des concours d'équitation ayant une récompense financière à la clé, c'est en ça que c'est quand même une série de sports, en obtenant une certification pour faire des randonnées à cheval à des touristes, mais également en louant les talons de Lena pour soigner les chevaux difficiles à dresser. On sait que les concours rapportent des fonds, et on sait que l'organisation de randonnée a pour but d'augmenter les revenus, et pour ce qui est du soin des chevaux, par moment on a l'impression que Lena fait plutôt ça gratuitement. C'est pas clair, d'autant plus qu'elle travaille parfois en collaboration avec un centre de retraite apparemment bénévole pour les vieux chevaux. Quoi qu'il en soit, ces 4 adolescents volontaires font donc leur refuge et le maintiennent à flot par leurs propres moyens, sans réclamer l'assistance des adultes, viennent en aide aux chevaux du coin et parfois aussi aux gens. L'un des 2 garçons de la bande, Hugo, a l'idée de créer un blog pour promouvoir leur affaire. Pas trop quand même, parce qu'il s'agirait pas que Mistral se fasse repérer par ses anciens propriétaires, mais assez pour assurer au ranch une certaine visibilité, ce qui fait qu'il gagne une certaine réputation, et les victoires en compétition aidant, deviennent des vedettes locales qui sont très souvent invitées à participer aux manifestations traditionnelles du coin. Bref, la série c'est ça, c'est 4 adolescents qui tiennent un refuge pour chevaux et essayent de gagner de l'argent pour le maintenir à flot. Comme on disait précédemment, la partie intéressante de la série, c'est le côté éducatif sur l'équitation et les chevaux d'une part, et sur la Camargue d'autre part. La partie sitcom est chiante, donc elle constitue 90% de la saison 2. Ah, la saison 2. Parlons-en de la saison 2. On peut parler de la saison 2, c'est bon? Oui, c'est bon, tu peux parler de la saison 2, mais pour ça, faut préciser comment se finit la saison 1. Le dernier épisode s'intitule 1 an et 1 jour. Comme vous vous en doutez, il se passe 1 an et 1 jour après que Lena a trouvé Mistral. Il résout donc le problème de la propriété du cheval. Accessoirement, il résout également toutes les intrigues sitcom, parce que tous ceux qui sont amoureux se déclarent en bonne et due forme. Tout aussi accessoirement, il se passe à la fin de la dernière année de collège des héros et précise la direction que ceux-ci vont prendre lors de leurs années lycée, dictée par l'orientation professionnelle qu'ils ont choisie. Donc, comment on appelle ça? Une fin fermée. Une fin fermée. Ce qui en principe fait de la saison 2 une suite après fin fermée, n'est-ce pas? Non. Le premier épisode de la saison 2 est en quelque sorte une suite après fin fermée. Mais au final, c'est plus un épilogue d'épilogue qui vient confirmer tout ce qui s'est passé dans l'épisode de fin de la saison 1. Les autres épisodes de la saison 2 se passent pendant la saison 1. C'est-à-dire en passant, nous l'apprenons au cours de la saison 2 en 2015. C'est du coup assez curieux que la saison 2 fasse intervenir des personnages exclusifs, mais c'est un parti pris original et efficace pour ne pas avoir à remettre la conclusion en question. Oui, du coup, c'est dommage que cette saison 2 ne soit pas si intéressante que ça. Elle aurait pu l'être si elle avait continué à se centrer sur Lena qui résout les problèmes des chevaux traumatisés, les traditions camarguaises, les paysages et les compétitions. Mais quelqu'un dans l'équipe d'écriture a regardé l'arc William Ulrich Yumi de la saison 2 de Code Lyoko et s'est dit « Mais c'est génial ce truc, faut mettre ça dans tous les épisodes ». Le pentagone amoureux existe déjà dans la saison 1, il est juste pas aussi central que dans la saison 2. Bah j'avoue que le fait qu'il devienne central dans la saison 2 me dépasse un peu. Déjà que j'ai du mal à voir l'intérêt scénaristique des triangles amoureux d'habitude, je vois encore moins quel il est quand on sait déjà comment l'histoire se termine et qui finit avec qui. Il n'y a même pas de suspense sur le dénouement, alors à quoi bon? Je suppose que les diffuseurs comptaient faire passer les épisodes de la saison 2 au milieu de la saison 1 ni vu ni connu, en comptant que personne n'ait vu la saison 1 lors de la première diffusion. Il n'y a pas que les triangles amoureux qui sont symptomatiques de ça. On incorpore aussi des épisodes où des potentiels propriétaires de Mistral réapparaissent alors que le dernier épisode de la saison 1 tranche sur qui étaient les vrais propriétaires, quel était leur délire,
et surtout sur le fait que Lena peut garder le cheval. Ou alors les auteurs sont suffisamment audacieux pour compter que les spectateurs s'intéressent à des histoires intermédiaires en connaissant le dénouement. Et ce serait pas plus mal parce qu'il serait quand même temps que les gens comprennent que c'est pas parce qu'une histoire a une fin qu'elle cesse d'être intéressante et qu'on ne peut plus la voir et la revoir. C'est vraiment dommage qu'ils aient eu cette audace-là et pas celle de laisser le fil rouge être la rééducation de Mistral ainsi que l'entretien et la conservation du ranch qui implique de lui trouver des ressources financières. Ce fil rouge permettait de mettre en scène des personnages matures, sympathiques, qui ont bien sûr des réactions d'ados parce qu'ils sont jeunes, mais qui sont admirables pour des ados, donc admirables tout court. Le Pentagone amoureux nous gâte un peu ces personnages, qui sont pourtant l'un des points forts de la série. Ajoutons à ça que les scénarios qui découlent du fait que les personnages sont jaloux et frustrés sont toujours moins intéressants que ceux qui découlent du fait qu'un cheval a un comportement incompréhensible suite à un traumatisme qu'il va falloir identifier et guérir. Et puisqu'on parle des scénarios qui découlent du fait que les personnages sont jaloux et frustrés, une bonne fois pour toutes, les séries françaises, vos petits spectateurs sont au collège. Ils savent que le bal du collège, ça n'existe pas en France. Il y a bien des événements festifs qui sont organisés, mais on n'y impose pas à des collégiens de demander à un individu du sexe opposé de faire une activité romantique pendant une soirée, sous peine d'être moqué par toute la communauté parce qu'il n'a pas trouvé de partenaire. Je sais pas si ça existe effectivement en vrai aux États-Unis, mais en tout cas, si c'est déjà arrivé dans un collège français, c'est plutôt l'exception que la règle. Ce n'est absolument pas une tradition qui impose qu'on la retrouve dans toutes les séries françaises impliquant de la romance entre adolescents. D'autant plus que cet épisode est systématiquement le même d'une série sur l'autre. Roméo veut inviter Juliette, il n'ose pas, alors il prétend qu'il n'en a pas l'intention, du coup vexé Juliette accepte d'aller au bal avec Paris, ce qui fait que Roméo y va avec Rosalinde, et tout le monde passe une soirée de merde jusqu'à ce que les deux tourtereaux décident à s'avouer qu'ils auraient préféré passer la soirée ensemble. Notez que dans le ranch, pour en rajouter une couche sur le caractère éculé de l'intrigue, ils vont au bal habillés en prince et princesse Disney. Alors, je sais qu'on ne les a pas présentés, mais tous ces gens-là ne s'appellent ni Roméo, ni Juliette, ni Paris, ni Rosalinde. Oui, on va les présenter. Mais débarrassons-nous de ce sujet. Dans la bande des 4 héros, Anaïs est amoureuse d'Hugo et Angelo est amoureux de Lena. Lena aime beaucoup Angelo, mais elle s'intéresserait aussi à Hugo si elle n'avait pas conscience que s'intéresser à Hugo ferait de la peine à Anaïs. Enfin, c'est pas clair, parce que la façon dont elle hésite entre les deux est assez téléphonée, et parfois même complètement invraisemblable psychologiquement. On dirait qu'elle ne s'y intéresse que parce qu'elle est forcée par le scénario. Hugo s'intéresse à toutes les filles, Anaïs, Lena, Samantha, il préfère un peu Lena visiblement, mais il prendra celle qui veut de lui, il s'en fait pas. Et comme elles veulent toutes de lui, il papillonne. Car oui, la méchante de service, Samantha, est aussi amoureuse d'Hugo. Un autre côté original de cette série, l'équivalent de Sissi n'est pas amoureux de l'équivalent d'Ulrich, mais de l'équivalent de Odd. Faut arrêter de tout ramener à Code Lyoko. Si le fait que Samantha soit amoureuse d'Hugo est si surprenant, c'est parce que le scénario déteste Hugo. Je sais pas pourquoi. Il n'est pas plus bête ou plus incompétent qu'un autre, mais chaque fois qu'il y a une peau de banane sur laquelle glisser ou un tapis dans lequel se prendre les pieds, c'est lui qui s'y colle. Et pourtant, il est l'objet de toutes les convoitises, et tous les personnages féminins sont attirés par lui. De façon plus ou moins vraisemblable, mais quand même. Vraiment, c'est paradoxal la façon dont le scénario tient à en faire le clown de service, mais le campe en même temps comme séduisant et irrésistible. Le côté clown doit venir du fait qu'il est assez bout-en-train et vantard, c'est quand même le hot de la bande, et qu'il est le seul citadin du groupe. Fils du proviseur de l'unique collège de la petite bourgade camarguaise où a lieu l'action, il a grandi en zone urbaine et a découvert les joies de la vie au grand air sur le tard. C'est-à-dire qu'il vient seulement de commencer l'équitation. Il vient de commencer l'équitation, et il n'est pas tellement doué pour ça. L'histoire ne dit pas pourquoi son père lui a acheté un cheval avant qu'il soit devenu doué. C'est pas le propos. Hugo est donc nul dans le sport qui sert de sujet à la série, mais il n'est pas nul en sport pour autant. On suppose qu'il faisait du roller et du skate en ville, en tout cas, maintenant il est champion de kitesurf. Vraiment champion. On le surnomme le boss. Ça ne peut pas être une référence, mais ça ne peut pas ne pas en être une non plus. Ce surnom lui est donné par Kevin, le petit frère de Samantha, qui est son fan numéro 1. Ce qui prouve qu'il a beau ne pas s'entendre avec sa sœur, il a quand même les mêmes goûts qu'elle. Monté sur son poney qui répond au nom de Bilbo, oui, Kevin intervient occasionnellement pour donner un coup de main aux héros et déjouer les complots de sa sœur contre eux. Il n'a vraiment pas le sens de la famille. Mais son principal rôle dans les épisodes est surtout d'être en adoration devant Hugo, qu'il admire plus que tout. Bon, sauf dans l'épisode où il est en adoration devant Angelo, qu'il admire plus que tout, mais passons. En plus d'un fanboy, Hugo a un rival dans ses compétitions de kitesurf, Brice. Pas celui-là, Brice, dit le poulpe, qui est amoureux de Samantha dans la saison 2 parce que le Pentagone amoureux était encore trop simple. C'est un gros vantard imbu de lui-même, méprisant, irréfléchi et brutal avec les plus faibles. Bref, un typique méchant de dessin animé pour enfants. Kevin et Brice font par leur présence de la sous-intrigue du kite une vraie sous-intrigue complète de la série. Ça fait partie des trucs qui font dire que le ranch n'est pas tant sur l'équitation que sur la Camargue et toutes les activités qui s'y pratiquent. Quoi qu'il en soit, il est parfois difficile pour Hugo de concilier ses activités de champion de kite, d'amateur d'équitation et d'entretien du ranch. Mais il tient trop à chacune d'elles pour faire un choix. Donc contrairement à Kawamura dans Prince of Tennis,
il continuera à mener toutes ses activités de front jusqu'au bout. Oui, enfin, sa vie professionnelle plus tard, il l'envisage plus dans le domaine du kitesurf que dans l'élevage des chevaux. Mais il n'est jamais dit, ni même suggéré que ça impliquera au bout d'un moment de ne plus travailler bénévolement au ranch. Ses amis pourront compter sur lui jusqu'au bout. En contrepartie, il lui apporte tout le soutien possible dans sa deuxième activité, même s'il n'y participe quasiment pas. Comme de juste quand on cumule un peu trop d'activités extrascolaires, Hugo a un peu de mal à avoir la moyenne au collège, ce qui a tendance à inquiéter son proviseur de père, qui songe de temps en temps qu'il serait peut-être nécessaire d'interdire à Hugo de faire autant d'activités et de l'obliger à se concentrer sur ses études. Le coup du parent qui voudrait que son enfant travaille plus à l'école, c'est un scénario classique de fiction impliquant des ados ou pré-ados. Et comme c'est très classique, ça permet d'observer comment la série choisit de mettre les épisodes s'y rapportant en scène. Et le traitement du père d'Hugo est particulièrement révélateur de quelque chose. On vous a dit que la différence entre la saison 1 et la saison 2, c'est que la saison 2 se focalise sur la partie sitcom qui est moins intéressante et que c'est pour ça que la saison 2 est moins intéressante. C'est pas la seule et unique raison. Dans le cas du père d'Hugo, dans la saison 1, la situation est présentée de manière tout à fait vraisemblable. Et l'attitude du père d'Hugo est loin d'être incompréhensible. C'est pas un Dubuchon. Il se met à la place de son fils, essaye de le comprendre et ne veut pas le priver des activités qui lui font plaisir. Il en arrivera à ses extrémités seulement si les événements le convainquent que c'est la seule solution. L'enjeu de l'épisode va être de proposer un compromis raisonnable à un adulte raisonnable et de respecter ce compromis malgré les circonstances qui s'y opposent. Personne n'y est présenté comme antipathique ou borné. C'est une approche intéressante et intelligente du conflit intergénérationnel. Dans la saison 2, le père d'Hugo est flandérisé. Il veut que son fils devienne proviseur comme lui, l'oblige à s'habiller comme lui le temps du stage de 3e sans réaliser, malgré l'évidence, que c'est ridicule pour un adolescent et que ça a toutes les chances de valoir des moqueries à Hugo, et à une prise de conscience très téléphonée vers la fin de l'épisode. Ça pourrait être pire, il pourrait avoir sa prise de conscience encore plus tard de sorte que ce soit la morale de l'épisode. Or, fort heureusement, celui-ci se focalise sur des dilemmes un peu plus intéressants. Mais on est quand même loin de l'approche intelligente et intéressante de la saison 1. Il y a pas mal de choses du même ordre dans cette saison 2. Le cheval d'Hugo répond au doux nom de Réglisse. La page Wikipédia de la série donne le détail des races auxquelles appartiennent les chevaux de nos héros, mais comme d'une part ce n'est pas plus commenté que ça dans la série, et d'autre part le contexte régional nous paraît plus intéressant que le contexte équin, nous nous contenterons de donner leur nom. Parlons un peu d'Angelo à présent. C'est le héros masculin typique de série pour filles. Ce qu'est le ranch, vous aurez compris. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un héros masculin typique de série pour filles. En fait, les personnages masculins des séries pour filles sont toujours campés de manière un peu particulière, et ce qu'il s'agisse de personnages positifs ou négatifs. C'est un peu à ça qu'on s'aperçoit qu'une série a été pensée comme une série pour filles. Ils sont conçus avant tout par rapport au rôle qu'ils vont avoir dans l'histoire du personnage principal féminin, et leur cohérence interne de personnage est décidée a posteriori, de manière à bien leur permettre de jouer ce rôle. Du coup, ils sont souvent assez peu marquants en tant que personnages et retiennent davantage l'attention en tant qu'élément scénaristique. Les gentils garçons sont idéalisés pour être tels que les filles aimeraient que les garçons soient, le contraire de ce qu'ils sont dans Initial D. Plus patients, plus réfléchis, moins esclaves de leurs instincts agressifs, plus sensibles à des problèmes abstraits, plus sensibles aux problèmes des personnages féminins en tout cas. C'est une considération elle-même un peu abstraite, sur laquelle il est difficile de mettre les mots justes, alors je vais prendre un exemple. Ulrich dans Code Lyoko. On a dit qu'il fallait arrêter de tout ramener à Code Lyoko. Ulrich dans Code Lyoko n'est pas un personnage de série pour filles. Il adopte dans sa relation avec Yumi un point de vue qui est uniquement le sien et qui est totalement déconnecté de celui de Yumi. Cet état de fait n'en fait pas un personnage plus ou moins antipathique, ça dépend des moments. Mais des personnages comme Angelo et Hugo vont adopter beaucoup plus spontanément la même logique que Lena et Anaïs, envisager les problèmes sous le même angle, avec à peu près les mêmes désirs de communication et les mêmes pudeurs. Et j'ai pas de mal à croire que cette caractérisation fasse rêver les petites spectatrices auxquelles la série est destinée. Continuons là-dessus. Les méchants garçons de ces séries sont, eux, primaires et unidimensionnels, et souvent leur méchanceté est surtout due à un caractère stupide et borné, à une totale fermeture d'esprit aux problèmes abstraits que nous évoquions tout à l'heure. Ceux qui commencent odieux envers l'héroïne sans pour autant être fermés à ses problèmes finissent en général par être en adoration devant elle et par adopter sa logique. Leur comportement odieux du début servant en général à rendre plus jouissive leur perte de contrôle devant la fascination qu'elle exerce. Bref, Angelo est un héros typique de série pour filles. À part quand il est jaloux, il est calme, mature, a le sens des responsabilités, pense à long terme et est totalement à l'écoute des problèmes des autres, en particulier ceux de Lena. Il n'a qu'une faiblesse, il est claustrophobe. Oui, ça sort de nulle part à part qu'on nous en donne potentiellement une origin story dans un épisode. Non, ça ne sert pas spécialement à grand chose, mais je suppose que les auteurs se sont dit que s'il était complètement sans faille, il serait pas crédible. Le fait qu'Angelo ait un caractère aussi adulte se justifie scénaristiquement.
Pendant son temps libre, il donne régulièrement un coup de main à son père, qui est gardien à la manade du père de Samantha. L'histoire ne dit pas s'il est payé pour ça. Je sais pas ce qui serait préférable, qu'il bosse à l'œil ou qu'il bosse illégalement, vu qu'il est mineur. C'est plus ou moins une formation. Il a bien l'intention de devenir gardien de métier. Et de toute façon, la réglementation doit être assez souple. Il recrute régulièrement ses amis du ranch pour l'aider. C'est vraisemblablement une des activités officielles du ranch. Donner un coup de main aux gardiens quand ils ont besoin de bras. Ça permet de diversifier les scénarios des épisodes. On a des épisodes de gardiens, des épisodes de compétition, des épisodes de chuchoteurs, des épisodes de justiciers, des épisodes sitcom, et parfois un peu tout ça à la fois. L'autre élément qui justifie qu'il soit plus adulte que les autres, c'est qu'il a un peu grandi tout seul. Sa mère est partie quand il était petit, et son père a vraisemblablement encouragé son autonomie en lui faisant prendre part à ses activités. Bon, après, on n'a pas trop l'occasion de voir comment a été le père d'Angelo en tant que père, vu que de toute façon, au moment de la série, ils ont plus la relation que peuvent avoir deux adultes de la même famille qui travaillent ensemble, l'un étant tout au plus subordonné à l'autre, qu'une relation de parents et d'enfants. Mais il est montré comme un homme posé, ferme mais calme, assez charismatique pour se faire obéir sans avoir à élever la voix, et sa relation avec son fils est sans doute la relation la plus sereine qu'il y ait dans la série, donc on n'a aucun doute sur ses capacités à élever un enfant seul. D'ailleurs, Angelo ne manifeste aucun manque et parle très peu de sa mère, donc quelles que soient les conditions qui l'ont amené à devenir quasiment adulte à 14-15 ans, il en est satisfait et est satisfait de ce que ce parcours a fait de lui. Un truc qu'il faut dire à propos d'Angelo, parce que la série semble y attacher une certaine importance, c'est que c'est un gitan. C'est le terme qu'utilise la série. Il a passé la première partie de sa vie sur les routes avec un cirque qui propose des spectacles de chevaux, évidemment, mais son père a finalement choisi une vie sédentaire aux grandes dames de son entourage. Son divorce est une conséquence de ce choix de vie. Ce n'est vraiment approfondi que dans la saison 2, parce que sitcom tout ça, mais Angelo est quand même un peu déchiré entre deux cultures du coup. Il surnomme Lena Luluji, ce qui est vraisemblablement une expression gitane. Hé Luluji, regarde-moi. Mais Google n'a pas su m'expliquer ce que ça voulait dire. Angelo monte un cheval blanc du nom de Scylla. Il est apparemment le cheval le plus compétitif du groupe après Mistral, ce qui est normal puisque son cavalier est le meilleur cavalier du groupe après Lena. On présentera Lena en dernier. Ok. Anaïs, la fille à cheveux roses. C'est une convention graphique, elle est comparée à une rose censée lui ressembler à un moment. Hé Hugo, tu te rappelles de cette jolie petite rousse en primaire? Elle ressemblait drôlement à Anaïs. C'est également précisé qu'elle a une couleur de cheveux originale. Regarde Anaïs avec ses cheveux rouges, c'est original. Bref. Anaïs, la fille à cheveux roses, aime les animaux. Tous les animaux, pas uniquement les chevaux. Sur son initiative, les activités du ranch s'orientent vers l'accueil des animaux blessés et la protection de la faune locale. Du point de vue du caractère, elle a un petit côté malicieux qui fait qu'elle aime bien taquiner le garçon dont elle est amoureuse, à moins que ce soit une stratégie pour dissimuler ses sentiments, mais dans l'ensemble, elle est plus sensible et moins proactive que son amie Lena et est souvent celle qui suit plutôt que celle qu'on suit dans la dynamique du groupe. Elle remplit très bien son rôle de soutien auprès des autres, puisqu'elle sait voir quand quelque chose ne va pas, écouter et conseiller, et si elle se montre parfois bornée et immature, c'est plutôt parce que la violence de ses émotions l'emporte malgré elle sur ses capacités de réflexion. Mais elle ne fait jamais rien de vraiment déraisonnable, et elle est capable de reconnaître assez rapidement ses torts. A noter que, comme la plupart des personnages du ranch, et même dans la saison 2, sa sensibilité ne la pousse jamais à agir de manière foncièrement antipathique. C'est notable. La série reconnaît visiblement la caractérisation sympathique de ses personnages comme son point fort, et donc n'y déroge jamais. Dans la saison 2, le scénario donne parfois dans le débile, mais alors c'est du débile in caractère. Code Lyoko peut pas s'en vanter. Et donc, dans les situations classiques de triangle amoureux où le scénario implique que les personnages fassent quelque chose de moralement discutable, comme lire le journal de leur meilleur ami et y découvrir des raisons d'en être jalouse, la série se débrouille pour que ça arrive par accident et que les personnages restent toujours sympathiques. Oui, c'est très con, mais c'est mieux que l'option consistant à rendre le personnage incohérent le temps de commettre l'indiscrétion. Ah, le coup du journal, c'est encore un cliché dont les fictions impliquant des romances entre adolescents usent et abusent. Où ces gens-là trouvent-ils le temps de tous tenir un journal? J'ai essayé d'en tenir un quand j'étais adolescente et j'ai vite laissé tomber. Soit on se contente d'y retranscrire en style télégraphique le déroulement de la journée et ça n'a pas d'intérêt, soit on passe des heures et des heures à rédiger les moments marquants de notre vie et on n'a vraiment pas le temps de faire ça tous les jours. En tout cas, pas alors qu'on est en train de sauver le collège Cadic pour la énième fois ou qu'on est en train de mener un troupeau de chevaux dans les Alpilles. À la rigueur, si on est tenu d'enregistrer les comptes rendus de ces expériences avec le supercalculateur, ça justifie qu'on sacrifie un peu de ce temps dont on manque pour faire ça. Mais écrire pour écrire, c'est une activité à temps plein, difficilement compatible avec le fait de sauver le monde ou de tenir un ranch. C'est sans importance, et on a dit qu'on arrêtait avec Code Lyoko. La sensibilité dont Anaïs fait preuve peut être un handicap. Elle veut devenir vétérinaire, mais elle a beaucoup de mal à supporter la vue du sang ou la perspective de faire mal à un animal, même pour son bien. Juste le temps d'un épisode et de la saison 2 de surcroît. Dans la saison 1, elle aide des juments à mettre bas sans le moindre état d'âme. Le père d'Anaïs, qui était champion d'équitation, a trouvé la mort dans un accident de cheval.
Ça a dû demander beaucoup d'efforts à la mère d'Anaïs de laisser sa fille suivre les traces de son père et faire de l'équitation à son tour. Bon, la jument qu'elle a choisie pour sa fille, Joséphine, est plutôt docile, mais une chute reste très vite arrivée, en particulier quand on doit régulièrement faire de la compétition pour financer le ranch. Et la mère d'Anaïs ne vit pas sereinement le fait que sa fille participe à des compétitions, mais elle l'accepte tout de même, ce qui est tout à son honneur. Ça ne l'empêche pas de se montrer inquiète, en tout cas, elle se montre très protectrice avec Anaïs, et Anaïs en retour se montre également très protectrice avec sa mère, se souciant particulièrement de ce qui peut la blesser ou l'angoisser. Contrairement à Angelo et son père, Anaïs et sa mère ont bien une relation de mère à fille. Mais c'est parfois Anaïs qui se montre maternelle envers sa mère. On a l'occasion de le constater dans la saison 2, quand l'intrigue romantique entre la mère d'Anaïs et le père d'Angelo, vaguement suggérée dans la saison 1, se concrétise. Pour une fois je vais pas râler, je trouve ça sympa que la saison 2 ait approfondi la relation entre ces deux-là. C'est bien que des fois les parents aient un rôle plus poussé que celui de parents dans l'intrigue. Quoi qu'il en soit, Anaïs, qui pourtant ne lirait pas le journal de sa meilleure amie à moins d'y être forcée même si le monde devait s'écrouler, se montre si inquiète des conséquences à long terme de ce flirt qu'elle va carrément espionner sa mère et se mêler de sa vie privée en dépit de tout savoir-vivre. Heureusement qu'Angelo est là pour garder la tête froide. Mais même à cette occasion, elle ne fait rien de déraisonnable. Répétons-le, la série se débrouille toujours pour que les personnages ne fassent rien dont on puisse réellement leur en vouloir. Et pourtant c'est parfois délicat, en particulier dans le cas de Lena, qui fait souvent des choses à la limite de la légalité pour protéger Mistral. En effet, quand elle le trouve, elle le planque dans le ranch de son grand-père alors qu'elle sait les propriétaires présents et à portée de voix. C'est techniquement du vol. Je parle pas de ça. Beaucoup d'épisodes sont basés sur le fait que les autorités veulent confisquer Mistral, soit parce que quelqu'un s'est revendiqué comme étant son propriétaire, à tort bien sûr, soit parce qu'il est vraiment trop perturbé par la façon dont ses anciens propriétaires l'ont traité pour être contrôlable, et quand ça arrive, les amis et parents de Lena ont beaucoup de mal à la convaincre de respecter l'injonction de rester à distance de Mistral. Bon, évidemment, comme Lena est la seule à pouvoir le calmer, cette injonction est en général une très mauvaise décision. Mais vu que Lena la respecte rarement, les autorités ont rarement l'occasion de le constater. Parce que Lena, les juges et les lois, ça lui fait pas peur, c'est son cheval, sa bataille, fallait pas qu'il s'en aille. Oh. Lena a un caractère entier. Elle ne fait pas les choses à moitié. À la mort de son premier cheval, elle arrête carrément l'équitation, qui était toute sa vie. Quand elle en rencontre un deuxième à sauver, elle restaure carrément le ranch de son papé pour l'accueillir. Elle va au bout de ses idées et sait se montrer têtue comme une mule. Mais sa désobéissance a le mérite d'être constructive. Elle a le plus souvent une alternative crédible aux décisions qu'on veut lui imposer. Et par bonheur, ses idées sont généralement les bonnes, car elle a les compétences qu'il faut pour agir judicieusement. Concernant les chevaux, bien sûr. Concernant les garçons, c'est une autre histoire. Mais je crois qu'on en a déjà suffisamment parlé. Sans aller jusqu'à dire qu'à l'instar d'Angelo, elle a déjà le comportement d'un adulte qui travaille, elle fait preuve d'assez de maturité pour justifier qu'on lui laisse la responsabilité d'organiser des circuits touristiques à cheval dans la région ou venir en aide aux chevaux perturbés. Elle court le même risque qu'Angelo d'être une mauvaise Marissou, mais elle n'est quand même pas aussi autonome que lui. Et elle a la phobie des serpents. Bien qu'elle ait été plus proche de son papa que de ses parents, elle a tout de même une relation privilégiée avec son père, qui, étant vétérinaire, peut lui apporter les conseils nécessaires pour le soin des chevaux au ranch et peut comprendre l'intérêt de ce ranch pour les animaux de la région, en particulier Mistral, donc il permet à Lena de gérer ça à son idée. Mais il ne la laisse pas livrer à elle-même pour autant. Il surveille tout de même comment ça se passe et n'hésite pas à mettre le holà quand sa fille se lance dans des opérations trop périlleuses comme refuser les injonctions d'éloignement décrétées par les autorités, par exemple. On apprend dans la saison 2 qu'il préférerait que sa fille devienne vétérinaire comme lui plutôt que chuchoteuse comme son papé. Il ne croit pas que chuchoteuse soit un métier d'avenir. C'est une forme d'élitisme également. Il faut lui rappeler que le papé a fait de longues études prestigieuses avant de devenir chuchoteur pour qu'il comprenne que l'éthologie c'est pas de la blague et le faire changer d'avis. Mais comme beaucoup de choses de la saison 2, ça sort un peu de nulle part. Il reconnaît les compétences de sa fille, il y fait même appel parfois, et la plus grande preuve de confiance qu'il lui fasse, c'est quand même de déclarer aux autorités que sa fille a trouvé Mistral dans les marais, sans mentionner les hommes qu'il recherchait, de manière à ce qu'elle puisse en avoir légalement la garde et en revendiquer la propriété au bout d'un an et un jour. Lena ne vit que par et pour son ranch et son cheval. Il faut dire que sa gestion des deux est une parfaite réussite. Le ranch est un espace réputé dans la région où on n'hésite pas à amener les enfants perturbés par le divorce de leurs parents pour qu'ils reprennent goût à la vie au contact des chevaux, ce qui me paraît symptomatique du fait qu'on considère les adolescents qu'ils tiennent comme des personnes de confiance en dépit de leur jeune âge. Et Mistral, une fois monté par Lena, se montre imbattable dans les compétitions. Et c'est là que Samantha entre en scène. Samantha, à première vue, c'est la classique garce de service qui sert de rival à l'héroïne et lui permet de briller en étant tout ce que l'héroïne n'est pas. À deuxième vue, c'est aussi ça. Mais la façon dont c'est mis en place n'est pas inintéressante. Samantha, ce n'est pas une sissi, elle fait pas semblant d'être cruche pour avoir l'air cool. Elle n'est pas cruche et elle est cool. Mais elle est surtout une méchante typique de série sur le sport, elle est le côté obscur de la compétition. Rien n'est plus important pour elle que d'être au sommet et tous les coups sont permis pour gagner. Elle est une gosse de riche qui n'hésite pas à utiliser la fortune et le prestige de son père pour parvenir à ses fins, mais elle n'est pas pour égater pour autant, étant donné qu'elle n'a pas l'intention de profiter de ses privilèges pour nager dans l'opulence et attendre que tout lui tombe tout cuit dans la bouche. Bien au contraire.
Pour elle, le pouvoir est un outil bien pratique, dont le maniement demande du boulot. Elle est prête à faire tous les efforts qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Mais pour elle, ne pas tricher, ne pas malmener les chevaux et les gens et accepter de faire des sacrifices personnels pour les autres, ça fait pas partie des efforts qu'elle a à faire. Bon, cela dit, si son statut lui donne la possibilité de glander pendant son stage de 3ème tandis qu'Angelo se tape tout le boulot, elle dit pas non. Et elle n'hésite pas à trahir ses amis dévoués en espérant ne pas se faire pincer. Mais il faut noter que Lena arrive à la convaincre d'assumer ses actes et leurs conséquences avec dignité. Si c'est toi, assume. Tiens, Vina? Oui, c'est moi la responsable. Désolée pour les conséquences, c'était pas prévu. Mais au moins, comme ça, la prochaine fois, tu réfléchiras avant de confier ta jument à n'importe qui. Elle est bonne cavalière et bonne éleveuse de chevaux. Lena elle-même le reconnaît et regrette que ce talent soit accompagné d'une mentalité aussi égoïste et cruelle. Mais c'est comme ça. Que ce soit pour gagner ou pour pouvoir assister à une fête, Samantha n'hésite pas à faire du mal aux chevaux ou aux gens, et commet même le crime qu'aucun autre personnage de cette série ne se permettrait de commettre, tromper son cheval avec un autre cheval, plus fort, plus rapide, plus grand. La taille ne fait pas tout. Bah, quand même. Il fallait qu'il la fasse celle-là. Il y a pire que Samantha, et plusieurs épisodes nous amènent à compatir avec elle, en particulier par le biais de ses sentiments pour Hugo, qui sont sincères. Mais elle est quand même une authentique garce, et bien que la série ait une fin et un épilogue en début de saison 2, et malgré le fait qu'elle ait quelques moments de rédemption épisodiques, Samantha ne passe jamais du côté lumineux. On peut tout de même supposer qu'elle grandira pour devenir une adulte plus décente, car ce qui est original avec ce personnage, c'est sa relation avec son père. Les gosses de riches dans la fiction mènent généralement leurs parents par le bout du nez, c'est ce qui leur donne tout leur pouvoir et en fait des antagonistes dangereux. Le père de Samantha est aussi responsable que sa position de propriétaire de la manade et employeur du père d'Angelo l'exige. Il donnera à sa fille tout ce qui lui fait plaisir, mais il lui dira non quand c'est nécessaire. Il lui fera la leçon quand elle se conduit mal, et lui rappellera régulièrement ses responsabilités. D'ailleurs, son enseignement n'est pas complètement tombé dans l'oreille d'une sourde, puisque quand Samantha veut un cheval, elle fait pas un caprice à son père pour qu'il le lui donne, elle le capture dans le domaine familial et le dresse elle-même. C'est ça sa façon d'utiliser son statut. Il lui permet de revendiquer la propriété du cheval, pas de se le faire servir sur un plateau par autrui. La rédemption de Samantha n'intéressait pas les scénaristes. Cette série a quelque chose de très curieux avec ses personnages, ça n'a pas intéressé les auteurs de les faire sortir du rôle qui leur est assigné. Dans l'intrigue de Lena, Angelo est le héros et Samantha la méchante. Mais la série se débrouille quand même pour les rendre vivants et sympathiques, et comme on a un peu dit, même Samantha a suffisamment de dignité pour qu'on s'attache à elle. Pour produire ce résultat, il a bien fallu que les auteurs écrivent en s'intéressant un peu aux personnages au-delà du rôle. C'est donc bien par amour des sentiers battus qu'ils sont restés dans les sentiers battus. Tu extrapoles là. Peut-être, mais j'insiste, l'absence de rédemption de Samantha dans la série me paraît un peu contradictoire avec combien les personnages sont réussis. Ils sont la raison principale de regarder l'épisode suivant. Graphiquement, c'est beau. Bon, pas exceptionnellement beau, c'est de l'animation un peu trop propre, un peu trop flashy, avec des couleurs un peu trop artificielles. Mais c'est correctement dosé pour donner un ensemble agréable à regarder et donner envie de voir la Camargue. Parce que rappelons que c'est ça l'intérêt de la série. D'ailleurs, si les chara-designs sont classiques, il y a quelque chose d'original dans la façon dont les décors sont dessinés, sans traits de contour et avec des textures un peu lisses. C'est peut-être pas aussi impressionnant visuellement que les décors de Code Lyoko, Galactic Football ou allez, ne citons pas toujours les mêmes, Argyle, mais ça a son identité propre qui marque. L'autre truc qui marque graphiquement dans cette série, c'est qu'il y a de temps en temps un effet de montage un peu étrange, avec des plans très larges sur les personnages tout petits en bas de l'écran et leurs visages gigantesques en fantôme de Jedi en arrière-plan couvrant l'ensemble de l'écran. Comme un gros plan de la scène filmée de loin qu'on voit projeté à l'horizon tel un mirage. C'est surtout ça qui constitue l'originalité graphique de la série. D'accord pour l'identité graphique. Parlons de l'identité sonore. Lena courait par le galop, Lena chantait par leurs chevaux, et pour Lena, tout ça c'est normal. Sauvez-nous. Le générique de Christophe Maé serait beaucoup mieux s'il n'était pas chanté par Christophe Maé. Désolé pour tous les fans, mais autant la musique un peu country va assez bien à la série, autant cette voix d'homme très aiguë qui minaude et surjoue, ça va pas avec l'état d'esprit franc et authentique des personnages. En version allemande, c'est effectivement un peu mieux. Mais la chanteuse s'y croit aussi un peu trop. Faudrait chanter ça de façon un peu sobre, comme une chanson de feu de camp. Même en chantant de façon sobre, les paroles sont un peu tardes quand même. Tu trouves ? Lena rit et part au galop, Lena chante et parle aux chevaux, et pour Lena tout ça c'est normal. À quoi ça rime de le préciser que c'est normal pour elle? C'est des choses qui se disent pas, c'est bêtifiant. C'est comme l'histoire des pauvres parents changés en pierre par les méchants. Y a pas grand chose qui rime avec Mistral, et je vois pas trop ce qui t'embête dans cette phrase. C'est classique dans la chanson de dire que le personnage aime sa vie et qu'il en voudrait pas d'autre. Et n'exagérons rien, c'est pas encore... Nous sommes un petit aux yeux pleins de joie, le sourire est avec moi. Ni et les poissons les petits chéris cachés sous leurs grosses bulles. Il y a sinon de bonne musique au sein des épisodes, mais ça c'est quand il y a de la musique parce que figurez-vous que la VF a parfois oublié d'en mettre, en tout cas dans les épisodes de la saison 2 sur Amazon Prime. C'était trop dur quand le réveil a sonné.
Si c'était pas pour Joséphine, je serais bien restée couchée. War echt hart, als der Wecker geklingelt hat. Ich wäre noch liegen geblieben, wenn's nicht für Joséphine wäre. Bref, cette série est plaisante parce qu'elle campe des personnages sympathiques et fait visiter une région incroyablement peu décrite sur tout autre support. Bien qu'elle ait quelques épisodes typiques de séries de sport et beaucoup d'épisodes typiques de sitcom, surtout dans sa saison 2, c'est avant tout une histoire d'adolescent qui mène à bien un projet sur le long terme, et c'est le genre de choses qui fait du bien à voir. Pour ce qu'elle fait découvrir et pour ce qu'elle inspire, cette série mérite qu'on s'en souvienne.